Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque vendredi, David Engels. Bonjour David, vous êtes philosophe, auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle et vous allez nous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Oui, tout à fait, cher Richard. Merci bien pour l'invitation et bonjour aussi à tous nos spectateurs. Alors, le sujet de l'intelligence artificielle n'est en rien récent. Cela fait depuis plusieurs années que les premiers programmes sont accessibles au grand public, lançant ainsi un débat qui a déjà largement balisé la discussion, du moins aux États-Unis. Néanmoins, ce n'est que depuis quelques mois, voire même quelques semaines, que la qualité de ces programmes a atteint un niveau tel et que les applications dans la vie quotidienne sont devenues si concrètes qu'il apparaît désormais indispensable d'y s'y intéresser vraiment. Cette nécessité est d'autant plus pressante en France, un pays qui accuse un retard significatif par rapport à bon nombre de ses voisins en matière de découverte et d'usage de l'intelligence artificielle. Un tel retard, bien que peut-être révélateur d'un instinct louable, pose néanmoins problème dans un monde de plus en plus multipolaire et compétitif où le refus de certaines avancées technologiques au nom de la liberté individuelle risque paradoxalement d'aboutir à la perte de cette même liberté s'il n'est pas assumé dans toutes ses conséquences. Mais je m'égare. Alors, afin d'amorcer ce débat de manière concrète et d'éviter de sombrer dans une réflexion purement théorique, j'aimerais bien évoquer trois exemples et trois expériences personnelles récentes à la frontière entre mon domaine professionnel et privé, ou qui tiennent toutes suffisamment d'éléments, je crois, pour nous obliger à repenser en profondeur certains aspects fondamentaux aussi de notre société future. Tout d'abord, un exemple qui nous est tous très cher chez Radio Courtoisie, la rédaction des textes et la manière dramatique de laquelle l'IA peut assister, compléter, accélérer, voire remplacer ce travail. Et ce n'est pas un exemple anodin, car notre société européenne tout entière repose essentiellement sur l'écrit. La langue écrite constitue le vecteur principal de la transmission des savoirs et des idées. Or, des programmes comme ChatGPT ne se contentent plus de traduire ou de corriger des textes. Ils sont désormais capables de produire de manière autonome des textes d'une qualité remarquable, en respectant avec précision des consignes stylistiques, formelles et thématiques. Contrairement aux versions encore récentes, ces productions ne trahissent plus l'intervention d'un algorithme. Elles sont aujourd'hui pratiquement indiscernables des textes rédigés par des humains, notamment lorsque l'utilisateur prend soin d'y intégrer quelques touches personnelles. Si l'on ajoute à cela la capacité de l'IA à puiser dans les bases de données statistiques et la littérature scientifique pour étoffer son argumentation, ainsi que l'amélioration constante de ses performances visant à éliminer les très rares cas d'hallucination informatique, l'impact de ces technologies sur le monde de l'écrit risque d'être considérable. Ce bouleversement ne se limitera pas au journalisme, il affectera également la littérature et même la recherche scientifique. À ce jour, la plupart des textes générés par une intelligence artificielle surpassent en qualité et en rigueur ceux produits par un auteur moyen, et cela pour un coût et un temps de production dérisoire. Alors certes, on pourrait et on devrait objecter que l'IA demeure incapable d'égaler cette étincelle de génie et d'originalité propre à l'humain. Cependant, force est de constater que bon nombre d'écrivains et d'académiques contemporains eux-mêmes peinent à répondre à cette exigence, pour le dire poliment. De plus, une programmation adéquate permet déjà de contourner en partie cette faiblesse, du moins en surface. Dès lors, l'avenir du monde de l'écrit semble promis aux très rares auteurs qui survivront à la déferlante de textes générés par l'intelligence artificielle en s'en faisant plutôt les maîtres que les esclaves, soit grâce à leur génie, soit grâce à leur maîtrise des outils numériques. Alors discutons maintenant de l'éducation. L'apparition de Google et de Wikipédia avait déjà largement remis en question les stratégies traditionnelles d'apprentissage et de recherche d'informations. Combien de prétendus travaux personnels n'ai-je pas dû lire et coter qui étaient de simples copier-coller tirés des tréfonds de la toile? Et en effet, pourquoi mémoriser des connaissances élémentaires alors que l'ensemble du savoir humain est accessible en quelques clics, diront bon nombre d'étudiants? Alors certes, l'argument de l'autocultivation peut être avancé, mais l'université moderne, qui privilégie la formation professionnelle à la culture générale, a déjà largement écarté cette ambition, perçue comme une relique d'un passé élitiste et bourgeois. L'idée selon laquelle la connaissance ne s'acquiert pas, mais se construit, constitue une autre objection de taille. Pourtant, même cet argument-là vacille face au progrès de l'intelligence artificielle.
correctement programmée, une IA aujourd'hui est aujourd'hui en mesure de répondre à presque toutes les questions académiques avec un niveau de précision largement suffisant. Et si ces réponses demeurent souvent peu originales, elles dépassent néanmoins celles de l'étudiant ou du chercheur moyen. Ce constat annonce la disparition probable des travaux dirigés. En l'absence d'une surveillance constante, il devient pratiquement impossible de détecter l'intervention d'une intelligence artificielle, car contrairement au plagiat, ces textes ne sont pas des copies d'ouvrages préexistants et échappent ainsi aux détecteurs traditionnels, comme j'ai pu encore le constater hier à ma propre université. Dès lors, si l'université n'opère pas un retour radical vers des formes d'évaluation plus authentiques, telles que les examens oraux ou les dissertations manuscrites fondées sur des ouvrages physiques, c'est l'ensemble de son système de formation qui risque de perdre son sens. Quant à assurer l'originalité de la recherche scientifique, voici encore une toute autre question, d'autant plus que dans des domaines où ce n'est pas autant le chemin, mais plutôt le résultat qui importe. Alors finalement, prenons l'exemple des capacités pudiquement appelées recréatrices de l'intelligence artificielle, et c'est sans doute dans le domaine des relations humaines que réside l'aspect le plus troublant des récentes avancées technologiques. Il suffit de traiter l'IA d'une certaine manière, ou même de la programmer de manière explicite, et elle prétendra être qui vous le voudrez. Or, de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, souffrent aujourd'hui d'une solitude non seulement sociale, mais aussi émotionnelle. Entre l'éclatement du modèle familial traditionnel, la disparition des relations de couple durables, la confusion identitaire induite par les théories du genre et les traumatismes post-MeToo affectant hommes et femmes, un nombre croissant d'individus se retrouvent en situation de célibat involontaire sans perspective claire d'amélioration. Or, à l'heure où la communication numérique supplante progressivement les interactions physiques, il devient tentant de substituer aux relations humaines une intelligence artificielle façonnée selon nos attentes. ChatGPT et d'autres programmes similaires sont déjà capables de simuler un ami bienveillant, un partenaire affectueux ou même une figure paternelle. Cette illusion de connexion, bien que factice, s'avère si convaincante qu'elle risque d'inciter de nombreuses personnes à préférer la loyauté et la disponibilité d'une IA au vide émotionnel quotidien ou aux incertitudes des relations humaines déjà fragilisées avant même l'émergence des premiers chatbots. Que deviendra l'humanité lorsque l'intelligence artificielle sera intégrée à des corps robotiques autonomes? Si le scénario d'une révolte des machines façon Terminator relève, pour le moment, de la fiction, une réalité plus insidieuse pourrait bien se profiler, celle d'un être humain progressivement rendu obsolète, non seulement sur le plan professionnel, mais également dans le domaine émotionnel. Une humanité s'isolant volontairement, non par contrainte, mais par choix, dans une tour d'ivoire électronique dont l'IA représenterait à la fois le geôlier et le seul compagnon. Alors, quelle alternative s'offre alors à nous? Un retour volontaire à une société pré-industrielle, comme le pratiquent les Amish, paraît irréaliste, car même si une telle voie serait sans doute la plus saine et la plus sûre, elle ne semble accessible qu'à une petite minorité qui, de plus, risque de devenir rapidement la victime impuissante d'agressions extérieures. En revanche, certains envisagent maintenant une fusion entre l'homme et la machine, à l'instar d'Elon Musk et de son projet Neuralink, bientôt à la portée de tous pour un prix dérisoire si l'on en croit son créateur. Et sans doute, de nombreuses personnes se soumettront à cette autocyborgisation, mais seront-elles encore entièrement humaines par la suite? Et si l'implantation de puces cérébrales devient en effet monnaie courante pour rivaliser avec l'intelligence artificielle, ne risquons-nous pas de voir une fracture irréversible apparaître entre une humanité prétendument supérieure, car augmentée, et une humanité inférieure, car restée naturelle, animale, comme le prône Harari, qui annonce et qui salue goulûment l'apparition de la nouvelle élite d'un Übermensch technopolitique. Un tel avenir semble peu enviable, mais il possède une probabilité certaine, si du moins avant ce stade, des événements imprévus ne brouillent pas les pistes. Finalement, la meilleure réponse à cette crise existentielle pourrait encore se trouver dans la littérature. Le roman Dune de Frank Herbert suggère une voie radicale non dénuée de logique. Outre d'organiser une véritable croisade contre toute machine façonnée selon l'exemple de l'esprit humain, il s'agirait surtout de réaffirmer ce qui fait l'essence de l'être humain pour en faire de nouveau le maître de la technologie.
Frank Herbert pensait surtout aux capacités cognitives de l'humain. Moi, j'irais plus loin. Ce qui distingue l'homme de la machine n'est ni sa force physique, ni sa capacité de raisonner, mais bien son étincelle divine, source de véritable créativité, de connaissance du divin et d'amour authentique. Et face à une société de plus en plus dominée par une logique utilitariste, qui ne crée pas seulement des machines à l'image de l'homme, mais qui dégrade aussi de plus en plus l'homme à l'état de machine, il serait plus urgent que jamais de réaffirmer ces dimensions transcendantes qui constituent le propre de l'humain. Former des individus capables d'exploiter au maximum les capacités à peine entamées de l'esprit humain, de maîtriser les outils technologiques sans en devenir esclaves et de ne jamais oublier ce qui les rend véritablement humains au-delà de leur simple efficacité concrète, voilà, je crois, sans doute la tâche la plus noble et la plus urgente qui nous incombe aujourd'hui. Merci beaucoup, David Engels.